Bienvenue à vous tous. Vous vous doutez bien que pour préparer cette heure de conte de sagesse, la première question que nous nous sommes posée, c'est qu'est-ce que c'est que la sagesse? Il y a donc eu des discussions, mais il en est ressorti que pour nous, la sagesse, c'était la capacité de discernement, de clairvoyance, oui, de savoir. C'est pas ça qu'on a dit. On a dit que c'était l'équilibre. Attends. Non, Bah si. Non, l'équilibre. Non, moi je suis pas d'accord. Moi je suis pas d'accord. La sagesse, c'est le bon sens. Ça ne peut pas être autre chose que le bon sens, la sagesse. La sagesse, c'est la pondération. C'est la clairvoyance, c'est oui, l'expérience aussi, non. Enfin, je sais pas, mais c'est ce qu'on avait dit, hein. Non, enfin, excusez-nous. Il y a des petites ça commence bien. Faire, hein, parce qu'ils n'ont pas tout compris. C'est oh bah toi non plus. Ah bah si, moi j'ai compris. La sagesse, c'est le bon. D'ailleurs, le bon sens populaire, tout le monde connaît. Ah bah alors. Oui, alors le bon sens populaire, oui. Le bon sens populaire. On en fait bien ce qu'on veut. Hein. C'était un roi. Comme heureusement il n'en existe que dans les histoires. Un type qui voulait absolument tout régenter, qui voulait absolument s'occuper de tout, décider de tout. D'ailleurs, bon, il avait décidé que finalement, les filles, c'était pas la peine qu'elles aillent à l'école, c'était pas la peine qu'elles apprennent quoi que ce soit, elles en savaient déjà assez. Voilà. Donc, il régnait sur son pays en potentat. Heureusement, ce n'est que dans les histoires. Et donc, ce roi entend quand même parler d'un sage qui vit à l'écart dans la forêt et que les gens vont consulter. Ça pourrait mettre quand même à mal son autorité. Donc, il fait quérir ce sage et il lui demande de venir. Il rassemble la population autour de la place du village et il dit au sage, voilà, regarde bien, ce mortier et ce pilon. Donc, je voudrais que tu me dises, qui du pilon ou du mortier a produit le bruit qu'on vient d'entendre? Et dans quelle proportion? Sinon... mais le sage, il se doute qu'il n'y a pas réellement de bonne réponse et que finalement, c'est sans doute ce qu'il attend. Et c'est au moment où il doute que de la foule sort le simple du village. Il passe là à travers l'espace libre, il s'approche du roi et il lui colle une gifle retentissante. Je voudrais savoir qui, de ta joue ou de ma main, a produit ce bruit et dans quelle proportion. Les tyrans finissent par disparaître, parfois d'une façon douloureuse. Celui-ci a simplement été chassé par le rire. Ben, ton histoire, elle me fait penser à une autre histoire de roi, parce que vous savez, les rois, on en a quand même eu pas mal, hein. Et bon, est-ce qu'il faut les regretter? Est-ce qu'il ne faut pas les regretter? Ça, je vous les juge. C'était un jeune roi. Il était fort, il était courageux, il était fougueux, mais surtout, il était très sportif. Oh, l'été, c'était la natation, la planche à voile, le ski nautique. Au printemps, c'était le VTT, l'escalade. L'hiver, c'était le ski, le snowboard. Mais enfin, ce qu'il préférait quand même, c'était la chasse à courre avec les copains. Et un jour qu'il traquait un cerf, il est tombé de cheval. Et sa jambe n'a pas résisté à la chute. On l'a ramené au château
Mais la plaie était tellement moche que son médecin a dit « Moi, je ne peux rien faire, faut appeler un chirurgien. » Seulement voilà, des chirurgiens dans le pays, il n'y en avait plus. Ils étaient tous partis dans les pays voisins pour une histoire d'impôts et puis pour une histoire d'âge de la retraite. Ils s'étaient tous expatriés. Ben, on ne l'a pas dit au roi, mais on a fait appel à un boucher charcutier. Ah, mais pas n'importe lequel, non, le meilleur ouvrier du pays. Ben, écoutez, désosser, il savait faire. Donc, remettre les os en place, ça ne devrait pas lui poser de problème. Ah, il a bien travaillé, hein. Il a terminé par une couture très très fine, à petits points. Seulement, comment vous dire, dans la jambe, il y avait quelque chose qui n'avait pas dû se remettre comme il faut. Le roi était resté boiteux, il marchait avec des béquilles. Fini le sport. Ah, il est devenu triste. Il mangeait plus. Il se morfondait toute la journée. Il était devenu l'ombre de lui-même. Et ses ministres lui ont bien suggéré de prendre un livre. Il aurait pu se documenter sur l'histoire du pays. Bah oui, mais lui, la lecture, la culture, c'était pas son truc. Lui, ce qu'il aimait, c'était courir, bouger, sauter. Ben oui, mais là, il ne pouvait plus. Pour lui redonner le moral, ses ministres ont décidé d'organiser une grande fête. On a invité une centaine de convives. Le buffet était magnifique. On a fait venir des musiciens. Et quand ils ont commencé à jouer, tout le monde s'est mis à danser, à se trémousser. Et notre pauvre roi était bloqué sur son trône. Ben oui, mais là, il était plus triste. Il était aigri, jaloux, envieux. Alors, il a fait paraître une loi. À partir de maintenant, il était interdit de danser, de se trémousser. Fini les bals, fini les fêtes, fini les discothèques. Et bien, vous savez pas, on a même inventé un couvre-feu pour que les gens ne puissent plus sortir et qu'ils n'aillent plus faire la fête. Et si on n'obéissait pas, c'était pas 135 € d'amende qu'on avait. Non, non, on se faisait juste couper la tête. Ben au début, on a cru que c'était une lubie. On a continué comme avant, à se voir, à faire la fête. Mais quand les têtes ont commencé à tomber, ben, on a obéi. Ah ben, le roi était content. Ah. Mais il y a encore une petite chose qui le chagrinait. C'était tous ces gens qui se dépêchaient, qui couraient d'un côté et d'un autre. Ben, lui, il ne pouvait pas. Alors, il a fait paraître une loi dans le royaume, il serait interdit de se dépêcher, interdit de courir d'un endroit à un autre. Il y a même des sociologues, des psychologues qui sont venus dire à la télé et à la radio que c'était très bon pour la tête de prendre son temps. Et ben, les bourreaux ont aiguisé leurs couteaux. Ah, mais le roi était content, il était heureux. Heureux. Mais il y avait encore une petite chose qui le chagrinait. C'était tous ces gens qui marchaient seulement sur leurs deux jambes sans béquilles. Lui, il aurait bien aimé aller se promener dans la forêt, aller pique-niquer. Mais il ne pouvait pas. Ça lui demandait déjà tellement d'efforts et de temps juste pour descendre aux toilettes. Une nouvelle loi est apparue.
À partir de ce moment, plus personne ne devrait marcher sur ses deux jambes. Tout le monde devrait marcher avec des béquilles. Le royaume entier marcherait avec des béquilles. Et les bourreaux ont aiguisé leurs couteaux. Eh bien, c'est les marchands de béquilles qui ont été contents. Parce que maintenant, les cadeaux de naissance, c'était plus des doudous, des bavoirs, des pyjamas. Non, dès qu'un enfant pouvait se tenir debout, on lui glissait 2 béquilles de chaque côté. Et il y en avait pour tous les goûts, de toutes les couleurs, de toutes les sortes. Même les grands couturiers se sont recyclés dans la béquille. Oh, bah, le roi était content. Il était tellement content qu'il s'est marié avec une boiteuse, qu'il a eu des enfants, tous boiteux, et qu'il a régné très, très, très longtemps. Quand il est mort, on l'a enterré avec ses plus belles béquilles, celles en or. Son fils lui a succédé, et petit à petit, on a oublié l'époque où les gens marchaient seulement sur leurs 2 jambes, sans béquilles, et la vie a continué. Jusqu'à ce qu'un jour, une très très vieille femme qui prenait le soleil sur la place, là, elle a dit « Je me souviens, ma mère me racontait que sa mère lui disait que dans son enfance, eh ben, les gens, ils marchaient sur leurs 2 jambes, et il y en a même qui dansaient, il y en a même qui couraient. » Oh, tout le monde lui a dit « Mais enfin, tu dis n'importe quoi, la vieille. Vraiment, tu dis n'importe quoi. L'homme, il est comme tous les animaux qui n'ont pas d'ailes, il est fait pour marcher à 4 pattes. C'est pour ça qu'on a inventé les béquilles. Et puis, par orgueil, pour dominer le monde, on ne sait pas trop, il a voulu se redresser. Mais il n'est pas fait pour ça, l'homme. Il est fait pour marcher à 4 pattes. C'est scientifique. » Ah ben, c'est pas démonté, la vieille. Hein. Elle s'est levée avec ses 2 béquilles. Elle en a lâché une. Et puis elle a lâché l'autre. Puis là, on ne sait pas si c'est l'enthousiasme ou quoi. Elle a fait un pas en avant. Elle s'est retrouvée à plat ventre par terre. Alors évidemment, tout le monde a éclaté de rire, tout le monde s'est moqué d'elle. Tu vois bien, la vieille, que c'est pas possible. On n'est pas fait seulement pour marcher sur 2 jambes. C'est impossible. L'homme, il est comme tous les animaux. Il est fait pour marcher à 4 pattes ou alors avec des béquilles. Et tous ceux qui disent le contraire, eh bien, c'est des fous, des rêveurs, peut-être des conteurs comme nous. Mais moi, je vous le redis, hein, l'homme n'est pas fait pour marcher seulement sur 2 jambes. Scientifiquement, c'est comme ça. Voyez la sagesse populaire. Oui. Hein, ce qu'on peut en faire. N'empêche qu'à vous écouter, je me dis que les puissants, les rois, les tyrans ne sont vraiment pas un exemple de sagesse. Le pouvoir, apparemment, ne donne pas cette possibilité. Mais qu'est-ce qu'il en est des petits, des autres, de nous tous? Et ça me fait penser à l'histoire de ces 3 amis. C'était un oiseau, un souriceau et une saucisse. Tous les 3 s'entendaient tellement bien qu'ils avaient décidé de vivre ensemble et ils vivaient en parfaite harmonie. Chacun avait sa place dans ce trio, chacun avait son rôle. Ils l'avaient réparti sans problème, sans discussion. C'était l'oiseau qui s'en allait le matin vers la forêt pour aller chercher du petit bois et le rapporter. C'était Souriceau qui allumait le feu,
qui remplissait la marmite, qui allait chercher l'eau, et puis quand le repas était prêt, c'était lui qui mettait la table. Quant à Saucisse, c'était elle la cuisinière, elle qui préparait le repas, et qui n'oubliait pas au dernier moment de faire un petit plongeon de quelques instants dans la marmite pour bien parfumer ce qui y avait mijoté. Tout allait donc pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles, si un jour l'oiseau, en faisant sa mission, en allant jusqu'à la forêt, n'avait rencontré un autre oiseau. Bien sûr, tous deux s'étaient arrêtés, avaient engagé la conversation, et l'oiselet s'était dépêché de raconter comme il avait une vie vraiment formidable avec ses deux amis, que tout était tellement harmonieux, tellement satisfaisant qu'il ne pouvait pas rêver mieux. Mais l'autre oiseau l'a regardé, lui a dit « Toi, tu es content de cette vie-là ? Mais tu ne te rends pas compte comme tu es exploité. Réfléchis un peu, toutes les allées et venues que tu dois faire pour aller chercher le bois, pendant que les deux autres, cuisiner un petit peu, puis faire un plongeon dans la marmite, ou bien allumer le feu, chercher un peu d'eau, mettre la table. Mais non, alors là vraiment, moi je ne voudrais jamais de cette vie-là. Je te le dis, tu es exploité. L'oiseau est rentré retrouver ses deux amis. Sur le moment, il n'a rien dit. Mais le lendemain matin, au moment où chacun devait partir pour remplir sa tâche, il a dit « Non, non, c'est fini. Je ne vais plus chercher le bois. J'en ai assez de faire tout le travail pendant que vous tournez les pouces. » Les deux autres l'ont regardé, interloqué. Mais ça allait bien jusqu'à maintenant. Non, non, mais c'est fini, il faut que ça fonctionne autrement. Oui, mais comment ? Eh bien, ils n'ont trouvé que le sort pour répartir les tâches. Et c'est comme ça, ce matin-là, que la saucisse est partie chercher le bois dans la forêt. Que Souriceau est resté pour faire la cuisine, et que l'oiseau s'est chargé du feu, de l'eau et de mettre la table. Oui, mais voilà, à l'heure du déjeuner, à l'heure où il aurait dû mettre la table, Saucisse n'était pas rentré. Les deux autres se sont inquiétés. Et c'est Oiseau, bien sûr, qui d'un coup d'aile est parti vers la forêt pour appeler « Saucisse, Saucisse, où es-tu? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Saucisse, Saucisse !» Il la cherchait partout, jusqu'à ce qu'il croise un chien qui se léchait les babines. Ne cherche plus Saucisse. Elle était tellement dodue, appétissante, que j'en ai fait mon déjeuner, oui, ça je me suis régalée. Pauvre oiseau, le voilà qui retourne jusqu'à la maison pour annoncer la catastrophe à Souriceau, et tous les deux se lamentent. Mais Souriceau dit « Il faut quand même qu'on mange, il faut qu'on continue à vivre. » Alors Oiseau s'en va pour mettre la table, Souriceau plonge dans la marmite pour lui donner du goût, mais il n'est jamais remonté du fond de la marmite. Quant à l'oiseau, quand il est revenu dans la cuisine, il a cherché Souriceau partout. Il ne l'a pas trouvé. Il essayait de soulever, d'aller dans les recoins, les moindres recoins, et c'est comme ça que il a fait tomber un morceau de bois enflammé. Voilà le feu qui prend dans la cuisine. Pour éteindre le feu, Oiseau s'en va vite vers le puits. Oui, mais il est tellement énervé, tellement contrarié, tellement bouleversé, qu'il saute dans le seau sans faire attention et que le seau l'entraîne jusqu'au fond du puits. Noyé il est. 3 amis, il y était. 3 amis, il n'y a plus. Oui, comme quoi,
peut-être que c'est bien aussi, quand on est sage, de connaître ses limites. Dans ce pays vivait un homme qui se piquait de connaître les limites. Et voilà qu'il lui prend l'idée de traverser le fleuve, un fleuve de 300 mètres de large. Il commence à nager, c'était loin, 300 mètres c'est beaucoup, surtout un fleuve. Il nage, il franchit les 100 premiers mètres, il était déjà un peu fatigué, mais il se dit finalement je dois pouvoir y arriver. Il franchit la barre des 200 mètres, et puis il se dit non, il faut quand même que je reconnaisse que j'ai atteint mes limites. C'est trop loin maintenant, je retourne. Moi, elle n'est pas bien drôle, ton histoire. Ah bon? Bah non, elle est triste. Bah pour le chien, c'était très bien. Oui, mais il n'y a que lui qui était content. Ça en fait au moins. Ben oui. Eh ben, c'était un jeune prince. Un jeune prince qui se désolait parce que, quoi qu'il dise, quoi qu'il fasse, il n'arrivait jamais à faire l'unanimité. Il était toujours critiqué par les uns, par les autres. Lui, il aurait bien aimé plaire à tout le monde, que tout le monde soit d'accord avec lui. Alors il est allé voir son père et il lui a dit: Père, quand je serai roi, je veux être un monarque éclairé. Je veux que ma parole ne soit pas contestée, que mes décisions soient approuvées par tous. Or, son père lui a dit: c'est un noble souhait. Mais je crois que tu es encore un peu jeune et que tu ne connais pas bien la vie. Alors, si tu veux bien, nous allons faire un voyage. Demain, nous partirons déguisés en marchands ceux qui vendent. Hein. Et effectivement, au matin, ils sont partis tous les deux. Ils avaient un cheval, juste un cheval, et ils montaient à tour de rôle sur le cheval. Quand ils sont arrivés au premier village, le père était sur le cheval et le garçon marchait à côté. Ah ben, tous les villageois, ils sont allés de leur commentaire: regardez-moi, celui-là, il a profité de sa vie, il a fait plein de choses et il est tranquillement assis sur le cheval, alors que son fils, qui est obligé de travailler, qui est obligé de transpirer pour gagner de quoi nourrir sa famille, eh ben, il est obligé de marcher. Place à la jeunesse, ont dit les villageois. Le père a dit à son fils: retiens bien ces paroles, mon fils. Quand ils sont arrivés au deuxième village, c'est le fils qui était sur le cheval et le père qui marchait à côté. Les villageois étaient indignés. Ce garçon manque totalement d'éducation. Il laisse son vieux père marcher alors que lui est tranquillement assis sur ce cheval. Si les enfants ne respectent plus leurs parents, où va-t-on? Mais quelle pitié de voir ça! Ils ont continué et sont arrivés dans un troisième village où ils tenaient tous les deux le cheval par la bride et ils marchaient à côté du cheval. Les villageois les ont regardés passer et ont dit: mais regardez-moi ces deux imbéciles. Ils ont un cheval et ils marchent à côté du cheval. Oh, bah ça viendra à l'idée de personne, ça. Oh, bah quels idiots que ces deux-là. Le père a dit: tu as entendu, mon fils? Quand ils étaient tous les deux sur le cheval, quand ils sont arrivés près d'une petite ville. C'était jour de marché, alors évidemment, il y avait foule. Les gens se sont arrêtés, ils les ont regardés. Et ils ont dit: mais enfin, tous les deux sur ce cheval, ils vont la tuer, cette pauvre bête. Elle n'en peut plus. Ils ne respectent même pas les animaux. Mais quelle pitié, mais quelle pitié. Le père a dit à son fils: tu as entendu, mon fils?
Sur le chemin du retour, le père a dit à son fils, tu vois, quoi que tu dises, quoi que tu fasses, tu seras toujours critiqué par les uns, adulé par les autres. Alors quand tu seras roi et que tu auras une décision à prendre, ne t'en remets qu'à ton jugement. Sache que de toute façon, pour un roi, l'important, c'est le bien-être de ses sujets, sans jamais privilégier un groupe ou un autre. Peut-être que c'est ça la voie de la sagesse. C'est ce que je disais au début, c'est quand même la capacité de clairvoyance et de discernement, de ne pas rester sur des points de vue terre à terre. Ça me fait penser à ce paysan. Oh, il était âgé. Mais tous les matins, il était obligé de mettre en travers de sa nuque, là, sur ses épaules, une longue perche, et à chaque bout de la perche, un pot de terre. Et il lui fallait descendre jusqu'à la rivière. Il n'y avait pas de puits dans le village. Il n'y avait que la rivière pour donner de l'eau. Alors, courageusement, malgré ses genoux fatigués et ses épaules qui avaient souffert toutes ces années à porter ces deux pots, il descendait. Et puis, il remontait après avoir rempli les deux pots. Il lui fallait 2 fois plus de temps pour remonter. Les deux pots étaient identiques. Il les avait achetés au marché. Ils avaient la même forme, la même contenance. Jusqu'au jour où un des pots a cogné quelque chose et s'est fêlé. De sorte que quand le paysan remontait, de l'eau s'écoulait du pot fêlé. Et le pot fêlé en était très contrarié, parce que quand le paysan arrivait en haut au village, il n'y avait plus que la moitié de l'eau. Il en était honteux. Il se disait, mais je ne fais pas ce pourquoi j'ai été modelé, créé. Je ne fais pas mon travail, je ne suis pas bon. Je devrais être éliminé, remplacé. Et c'est comme ça qu'un jour où le paysan posait les deux pots après être remonté, le pot fêlé a poussé un soupir si énorme, si intense, que le paysan l'a entendu et n'a pas pu s'empêcher de l'interroger. Et le pot fêlé a dit, mais pourquoi est-ce que tu me gardes? Pourquoi est-ce que tu me gardes? Je ne te sers pratiquement à rien. Eh bien, le lendemain, au moment de remonter de la rivière, le paysan a dit au pot fêlé, regarde de ce côté-là, du côté du pot en bon état. Qu'est-ce que tu vois? Je vois le chemin, je vois de la poussière, je vois quelques cailloux. Oui, effectivement. Et de ton côté à toi, qu'est-ce que tu vois? Souviens-toi, il y a quelque temps, quand tu as été fêlé, j'ai semé quelques graines. Et qu'est-ce que tu vois maintenant, grâce à l'eau qui coule de ta fêlure? Et ce que voyait le pot fêlé tout au long du chemin, c'était des fleurs, plein de fleurs. Non, mais alors maintenant, si la sagesse sort des pots... Eh, Non, c'est quand même... Non, c'est l'histoire d'un roi. Bon, vous avez peut-être remarqué que dans nos histoires, il y a souvent des rois. Pourtant, on est en République, voilà. Bon, néanmoins, bien qu'on soit en République et réputé pour être le peuple qui le premier a coupé la tête d'un roi, on parle quand même du pouvoir régalien du président de la République. Il y a quand même une sorte de... Et puis, quand il arrive au pouvoir, on dit qu'il est intronisé. C'est le président de la République, mais il est intronisé. Enfin bon, voilà. En tout cas, dans nos histoires, il y a beaucoup de rois. Et donc, c'est l'histoire d'un roi
qui lui prétend être sage. Mais il entend parler d'un sage qui vit en ermite dans la forêt, et il apprend que ce sage est souvent visité, donc il se décide enfin à aller lui présenter ses respects. Il se met en chemin, il arrive enfin dans cette forêt, il laisse son escorte, et à pied, il se dirige vers la cabane de l'ermite. Il lui apporte un cadeau. Lorsque l'ermite le voit, il ne se lève pas. Le roi, qui est quand même sage, n'en prend pas ombrage. Et puis il s'avance et il lui offre son cadeau. C'est une paire de ciseaux en or avec quelques petits diamants, un objet d'un prix. Le sage reçoit ce cadeau, il le contemple. C'est magnifique, c'est vraiment magnifique. Tenez, tiens, Majesté, reprends-le. C'est la première fois qu'on refuse un cadeau venant du roi. Mais écoute, reprends ta paire de ciseaux. Parce que, tu le sais, les ciseaux sont faits pour couper, pour séparer. Mon enseignement est fait plutôt pour rapprocher, pour remettre ensemble ce qui l'est plus. La prochaine fois, apporte-moi une aiguille, une simple aiguille. Ce sera très bien. Comme quoi la vie n'est pas un long fleuve tranquille, même pour les rois. Ils peuvent être confrontés à des situations difficiles, à des aléas, comme ce vizir. Un vizir qui ne voulait pas être calife à la place du calife. Non, ce vizir-là, oui, il paraît que ça existait, il était juste, il était bon, il était honnête, et bien sûr il était le préféré de son calife, qui l'appelait souvent pour lui demander conseil. Et je peux vous dire que ça attisait beaucoup la jalousie des autres vizirs. Parce que, évidemment, le calife le couvrait d'honneur, de présents. Eh bien, on raconte que ce vizir, qui aimait beaucoup aller au hammam, prendre des bains, un jour qu'il y était avec des amis, au moment où il allait entrer dans l'eau, a vu la bague qu'il portait à sa main gauche, là, sa bague préférée, glisser de son doigt, et au lieu de couler tout de suite au fond de l'eau, rester à la surface. Le vizir, bien sûr, s'est dépêché de récupérer sa bague, mais il ne s'est pas baigné. Il s'est dépêché d'aller se rhabiller. Il a laissé ses amis, il est rentré chez lui, il a appelé son intendant, il a appelé sa femme, il a appelé toute sa maisonnée, il a dit « Faites quelques bagages, partez, ne restez pas là, allez dans le royaume voisin, chez mon cousin. Moi, je reste. » Et il est resté. Il est resté avec quand même son plus vieux serviteur, celui qui s'occupait de lui depuis qu'il était petit. Eh bien, le lendemain matin, des gardes sont arrivés. Des gardes pas du tout aimables. Il était convoqué chez le calife, et le calife n'était pas du tout souriant. Le calife l'a accusé de comploter contre lui. Il lui a dit « Toi que j'aimais, toi en qui j'avais toute confiance, c'est pas possible. Je ne veux plus te voir. Je te condamne à pourrir en prison. Mais pas dans une cellule luxueuse, non, au fond du tréfonds de la plus vieille de mes prisons. » Et imaginez le vizir qui passe de son palais, des tapis, des honneurs, des lustres, à une cellule minuscule, sombre, malodorante, l'humidité qui suinte, des rats qui grouillent. Eh bien, ce n'est pas ça qui le rend le plus malheureux. Même pas l'idée que peut-être il va pourrir dans cette prison pendant des années sans même savoir ce qu'il a fait, puisqu'il n'a rien fait. Non, ce qui est le plus dur pour lui, c'est que depuis qu'il est là, il ne sait pas pourquoi,
il a envie de manger un loukoum à la pistache. Bien sûr, il n'en a pas dans ses poches. Tout autour de lui fait penser à un loukoum à la pistache. Le salpêtre sur les murs, c'est comme le sucre glace qui enrobe le loukoum. Et il n'arrive pas à chasser cette pensée de sa tête. Toute la journée, et même la nuit, quand il arrive à s'assoupir, il rêve de loukoum à la pistache. Bien sûr, il a frappé à la porte, il a demandé au gardien, celui qui lui apporte chaque jour une écuelle avec une infâme mixture à peine mangeable. Il a essayé de lui dire « Mais apporte-moi un loukoum, mon serviteur te paiera grassement ». Le gardien a fait comme s'il n'avait rien entendu. Et notre vizir est là, jour après jour, à saliver en vain, à repenser au moelleux du loukoum, au croquant de la pistache. Ah, il aimerait tellement en manger un, mais ça n'est pas possible. Et puis un jour, il y a toujours un jour dans les histoires, sinon ça n'avancerait pas. Allez savoir pourquoi, en même temps que l'écuelle, avec l'horrible rata des prisons, le gardien lui tend, un loukoum à la pistache. Il le prend, il l'approche de sa bouche, il va mordre dedans, il va sentir enfin le sucré, l'onctuosité, tout ce qu'il attend. Quand il s'arrête en se disant « Oh là là là, non, 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 non !» Parce qu'après avoir mangé le loukoum, je vais avoir encore faim. Il va falloir que j'avale pour me nourrir le contenu infâme de cette écuelle. Non, 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 soyons raisonnables. Je mange d'abord le contenu de l'écuelle et ensuite je déguste mon loukoum à la pistache. Et c'est ça qui va me rester en bouche, que je vais savourer pendant le plus longtemps possible. Alors il fait comme il a dit, il essaye de trouver le coin le moins sale, le moins répugnant, le moins dégoûtant pour poser le loukoum, et puis avec sa cuillère, il commence à manger ce qu'il y a dans l'écuelle. Mais avant qu'il ait le temps de faire quoi que ce soit, voilà qu'un rat sort d'un des coins de la cellule et se précipite sur le loukoum. Il a déjà mis une patte dedans, mais la patte se coince dans ce... il met une deuxième patte, et puis une troisième, et puis une quatrième, et il couine, et il est englué dedans. Alors il s'agite autant qu'il peut, et en moins de temps qu'il ne le faut pour vous le raconter, il transforme ce délicieux loukoum en une monstruosité absolument immangeable. Et le vizir lâche sa cuillère et il sourit. Il se précipite vers la porte, il tape, il appelle le gardien, et quand le gardien est là, il lui dit « Va chercher mon serviteur, ramène-le ici ». Le gardien obéit, le serviteur est là. « Je te le demande, fais revenir ma femme, fais revenir ma famille, fais venir mes amis. Dans quelques jours, on va faire un banquet pour fêter mon retour. Prépare tout. » Eh bien, 2 jours après, les gardes étaient de nouveau là, qui s'inclinent devant lui avec beaucoup de respect, qui le conduisent jusqu'au calife. Et le calife se confond en excuses. « Pardonne-moi, pardonne-moi. J'ai cru que tu avais comploté contre moi, mais ce sont les autres qui t'avaient accusé par jalousie, ce sont les autres. Je te remets à ta place de premier vizir, et pour me faire pardonner, prends ces coffres pleins d'or. Rentre chez toi, reprends ta vie d'avant, et pardonne-moi. » Bien sûr, le vizir est rentré chez lui. Il a retrouvé sa femme, ses enfants, sa maisonnée, son intendant, et puis est arrivé le jour du banquet.
vous décrire tout ce qu'il y avait à manger sur les tables, je ne peux pas parce que je déborderai largement sur l'heure qui nous est impartie. Bon, je peux juste vous dire que des plats remplis de loukoum, il y en avait en quantité. Mais il y a quand même un des amis du vizir qui n'a pas pu s'empêcher de l'interroger. Explique-nous quand même, est-ce que tu es devin? Est-ce que tu vois l'avenir? Parce que juste enfin de tomber en disgrâce, de te retrouver en prison, c'est comme si tu l'avais anticipé puisque tu as fait partir ta famille. Et puis juste avant de venir nous rejoindre, ici c'est pareil, c'est comme si tu l'avais deviné, comme si tu l'avais anticipé. Comment est-ce que cela est possible? C'est tout simple, a répondu le vizir. Quant au hammam, j'ai vu ma bague tomber et ne pas couler. Je me suis dit que c'était une chance absolument incroyable, que jamais, jamais, je ne pourrais avoir plus de chance. Donc ma chance ne pouvait que chuter. Et là, dans ma cellule, à me morfondre, dans la solitude, le froid, la crasse, j'ai eu enfin ce loukoum à la pistache dont je rêvais depuis si longtemps. Mais quand un rat est venu me priver de ce loukoum, pire que cela, ça n'était pas possible. Ma chance ne pouvait que remonter. Et voilà pourquoi je suis là, maintenant, avec vous. Donc, est-ce que la sagesse, c'est de la chance? Non, c'est de savoir comment bouge la chance. Ben, on va quitter la royauté parce qu'un petit moment, ça va. Et bon, faut peut-être pas abuser, hein. Même dans les contes, la royauté, ça finit par peser, hein. Et on va chez un homme qui était très, très riche. Mais vraiment très riche. Il avait décidé de faire quelque chose qui puisse, de bâtir quelque chose qui puisse réunir ou attirer le plus de monde possible. Alors il s'est dit, qu'est-ce que je pourrais faire pour faire venir du monde? Quelque chose un bâtiment que les gens viendraient très très nombreux. Alors il s'est dit, pour que les gens viennent très très nombreux, je vais construire un lieu de prière. Comme il était hindou, il a décidé de faire construire un temple hindou. Il a choisi l'emplacement, un immense parc arboré juste à la sortie d'une grande ville. Il a surveillé tous les travaux. Et quand le temple a été construit, les hindous sont venus, mais ils n'étaient pas très nombreux. Oh, l'homme était déçu, hein? Déçu, déçu. Il s'est dit, je me suis trompé là. Je vais bâtir une église. Parce que les chrétiens sont nombreux de par le monde. Donc, si je bâtis une église, il y aurait du monde. Alors, il a fait démolir le temple hindou et à la place s'est élevée une grande cathédrale. Quand les cloches ont sonné pour la première fois, l'homme était heureux. Il y a quelques chrétiens qui sont venus à la messe. Mais ça ne faisait pas grand monde, hein. Nouvelle déception pour... Vous allez me dire, il y en a, ils ne savent pas quoi faire de leur argent, hein. Bon. Enfin, déçu, il a dit non.
j'aurais dû faire construire une synagogue. Parce que les Juifs sont nombreux, ils seront contents, ils auront un lieu de culte, ça va être bien. Donc il a fait démolir l'église et il a fait bâtir une synagogue. Naturellement, les hindous, les chrétiens, plus personne n'a approché de ce lieu. Les Juifs sont venus, ils priaient, mais il n'y avait pas foule. Hein. Notre homme déprimé, qu'est-ce que je pourrais faire? Ah, ben j'ai une idée. Je vais faire construire une mosquée parce que les musulmans sont très nombreux. Alors, on a démoli la synagogue et on a construit une somptueuse mosquée. Naturellement, les hindous, les chrétiens, les juifs, plus personne n'a approché du lieu. Quelques musulmans sont venus le vendredi à la prière. Mais ça remplissait pas la mosquée, bien loin de là. Oh, qu'est-ce que je pourrais faire? Ah si, je vais construire un temple bouddhiste. Parce que c'est vrai, hein, les Chinois, ils sont quand même nombreux, hein, ils sont quelques milliards. Et ça va attirer du monde. Donc, on a démoli la mosquée, on a fait construire un magnifique temple bouddhiste. Naturellement, les hindous, vous suivez? les chrétiens, les juifs, les musulmans, plus personne n'est venu. Mais il n'y avait pas beaucoup de bouddhistes non plus. Notre homme déprimé, il dormait plus, il mangeait plus. Qu'est-ce que je pourrais bien faire? Il se posait des questions. Qu'est-ce que je pourrais bien faire? Qu'est-ce que je pourrais bien faire? Eh bien, un matin, il s'est levé frais et dispo. Il avait trouvé. On a démoli le temple bouddhiste et il a fait construire un immense terrain de sport. Et alors là, les hindous et les bouddhistes ont tous chaussé leurs baskets pour venir envahir le terrain. Et nous revoilà avec la sagesse populaire, parce qu'après, on leur a fourni du pain. Et des jeux. Et des jeux, bien sûr. Bien sûr. Non, alors dans les histoires, oui, il y a beaucoup de rois, donc on va laisser tomber les rois, hein, ok. Quand les gens, dans les contes, quand les gens sont riches, ils sont très riches. Ils sont pas un peu riches, ils sont très riches. Et quand ils sont pauvres, ils sont très pauvres. C'est un village en Kabylie, à l'écart vraiment de toutes les routes, perché dans la montagne, ignoré de tout le monde, qui est sans doute là depuis fort longtemps. Mais voilà qu'un jour, un touriste avec des chaussures de montagne, un camelbag et surtout un téléphone arrive et il trouve ce village merveilleux. En fait, il le trouve beau, simplement beau. Pour être honnête, il y a une rue poussiéreuse qui passe au milieu avec des enfants qui courent après une balle faite avec quelques morceaux de tissu, des femmes qui vont chercher de l'eau à la rivière, quelques mulets. Mais ce qui compte pour lui, c'est quand même d'être le premier à faire des photos de ça et à mettre ces photos sur Instagram et sur Pinterest et sur Facebook et de faire un commentaire merveilleux pour dire je suis allé dans un endroit absolument, je suis le premier à découvrir cet endroit. Ah ben ça traîne pas. Ça traîne pas, c'est que une fois qu'il a fait ça, ses photos sont pas mal, il faut reconnaître, ses photos sont pas mal. Une fois qu'il a fait ça, eh bien arrivent d'autres touristes avec les mêmes genres de chaussures, le même style de camelbag, qui eux aussi se mettent à faire des photos et à mettre des articles sur Pinterest, Instagram, Facebook, etc. Et si bien que le succès est grandissant. Il y a maintenant des cars
et qui viennent et qui déversent leur lot de touristes au bas dans la vallée. Bon, bien sûr, il faut marcher, il faut quand même mériter les choses. Il faut marcher un peu, prendre le sentier muletier, arriver au village. Les gens restent 5 minutes, on fait leurs photos, qui sont exactement les mêmes que toutes celles qu'on voit. Voilà, mais ils sont contents. Ils sont contents. Et voilà. Dans ce village, il y a un homme qui a été commerçant autrefois ailleurs et qui a pris sa retraite là. Et il s'ennuie un peu, pour être honnête, et il se dit finalement, ce que je pourrais faire, c'est m'installer avec une petite table, un peu de thé, et puis vendre ce thé aux touristes qui montent ou qui descendent. Et c'est ce qu'il fait. C'est pas pour le rapport. En fait, ce qui l'intéresse, c'est de rencontrer des gens, de discuter, de voir des gens d'ailleurs, d'échanger. Voilà qu'un jour, non, parce qu'on vous l'a dit, il faut toujours qu'il y ait un jour dans les histoires, parce que sinon... Voilà qu'un jour, son petit-fils revient de la ville et se dit « Mais grand-père, mais qu'est-ce que tu fais quoi là tous les jours ?» Le grand-père lui explique « Est-ce que je peux venir avec toi ?» Ben bien sûr. Donc le petit-fils va avec le grand-père, il s'installe dès le point du jour, là, sur le long du chemin. Les cars arrivent, pas très bonne heure, les cars arrivent, ils déversent leur cohorte de touristes qui montent, certains s'arrêtent, d'autres pas, ils vont voir le village, voilà. Et puis, un jour, arrive un touriste tout seul. Il n'est pas venu avec le car, lui. Non, quand même, le car... Non, lui, c'est un aventurier. Donc voilà. Donc, mais il a les chaussures, voilà, le camelbag, et surtout, il monte à toute allure sur le chemin en courant avec les 2 bâtons. Il passe là devant le grand-père et le petit-fils sans s'arrêter. Et il va au village. 3 minutes après, il est de retour, toujours en courant. Mais là, il s'arrête. Non, là, écoute, c'est vous le chef du village? C'est vous? Écoutez, c'est scandaleux, c'est absolument scandaleux. Sur Lonely Planet et sur le Routard, on dit que votre village est un village absolument remarquable, magnifique. Mais quand on le regarde bien, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une pauvre route pleine de poussière et d'ornières, avec des gamins complètement sales et à moitié nus, qui courent après une espèce de truc en tissu. Il y a des femmes qui portent une jarre qu'on oblige à aller chercher de l'eau à la rivière, qui lavent le linge à la main, des mulets et des ânes qui chient partout. Non, franchement, c'est absolument scandaleux que dans des livres, des magazines tels que celui-ci, on ait pu prétendre... Et il s'en va. Beaucoup plus tard dans la journée, arrive un autre touriste, tout seul. Il n'est pas venu avec le car, lui non plus. De loin, ils l'ont vu, il marche lentement, il s'arrête, il ne sort pas son téléphone pour faire des photos. C'est le seul. Et quand il arrive là, près d'eux, il s'arrête, il discute avec eux, il leur demande ce qu'ils font, il prend des nouvelles, il leur demande si la vie est plaisante ici, il boit du thé. Et puis ensuite, il monte au village. Et alors que le soleil va presque se coucher, que le grand-père est presque en train de plier sa table, il redescend. Pendant ce temps, le grand-père et le petit-fils avaient discuté. Lorsque le pressé, là, le fou, là, était passé et qu'il avait dit que le village était absolument désastreux, le grand-père avait dit naturellement. Mais voilà que l'autre arrive. Il descend très lentement. Là aussi, il s'arrête, il regarde, il contemple les lumières du couchant et il s'arrête à nouveau à côté d'eux et il leur parle. Votre village, c'est le plus merveilleux endroit que j'ai jamais vu. Non, écoutez, cette rue non goudronnée qui passe là au milieu de votre village, avec ces enfants si charmants qui courent comme ça, s'amusant, sans se disputer, après ce ballon de fortune qu'ils ont fabriqué eux-mêmes. Mais c'est merveilleux, c'est absolument...
Et puis ces femmes qui vont à la rivière avec leur jarre posé sur la tête, avec ce port de tête absolument splendide, et ces gestes qu'elles font, certainement les mêmes que leur mère et grand-mère faisaient auparavant à laver ce linge, et ces animaux qui sont là dans votre village, c'est comment appelez-vous ça? Des mulets, oui. Eh bien, oui, c'est absolument merveilleux. Naturellement. Et l'homme s'en va. Et il disparaît là au dernier virage. La nuit est presque tombée. Et le petit-fils dit à son grand-père, mais je peux te poser une question, grand-père, parce que quand le premier, là, le fou, il a dit que notre village était une horreur, tu as dit naturellement, et là que celui-ci vient de dire que notre village était une merveille, tu as dit naturellement. Ben oui, écoute, bien sûr, j'ai dit ça parce que quand les gens sont si convaincus, on n'est pas dans une conversation, quand les gens sont si convaincus que ces deux-là, on peut pas les faire changer d'avis. Alors, je leur ai dit naturellement, parce que il suffisait de leur dire ce qu'ils avaient envie d'entendre. Le petit-fils a réfléchi et puis il a dit naturellement. Eh oui, savoir ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui est bon, ce qui est mauvais, ça demande de la clairvoyance et du discernement. J'insiste. Du bon sens. Du bon sens, peut-être, oui. Le chemin de crête. Ah oui, le juste milieu. Il avait économisé pièce après pièce. Et puis, après des mois et des années, il avait réussi à s'offrir son rêve, une jument. Il avait été au marché, il revenait ce jour-là avec la jument. Alors bien sûr, quand il est arrivé au village, tous les autres paysans se sont précipités pour le féliciter, pour admirer l'animal, mais pour lui dire « ça a dû se coûter cher, hein. Tu y as mis tout ton argent ?» Il a dit « oui, mais je suis content. » Seulement, le lendemain, quand il s'est réveillé, dans l'écurie, il n'y avait plus de jument. Pendant la nuit, elle s'était enfuie. Alors là, les paysans sont venus le voir de nouveau. « Mon pauvre, toi qui avais mis tout ton argent dans cette jument, maintenant tu n'as plus ni argent ni jument. » Lui, il a haussé les épaules. Il a dit « Est-ce un bien? Est-ce un mal? Certains jours il pleut, d'autres il fait beau. Allez savoir. » Eh bien, quelques jours plus tard, on a entendu le galop de 2 bêtes. C'était la jument qui revenait, mais elle n'était pas seule. Elle était suivie d'un magnifique étalon sauvage. Alors là, ils sont tous revenus voir le paysan en lui disant « Mais c'est pas possible, mais réjouis-toi, maintenant, en plus de ta jument, tu as un étalon sauvage. » Il a haussé encore les épaules en disant « Est-ce un bien? Est-ce un mal? Certains jours il gèle, d'autres il fait beau. » Il avait un fils, un jeune fils intrépide qui a voulu dompter l'étalon sauvage. Il est monté sur le dos de l'étalon, mais il n'y est pas resté longtemps. Le voilà au sol, les 2 jambes brisées. Et pas de béquille. Allons bon. Non, Pourquoi? pas de béquille. On vient voir le paysan, on lui dit « Mon pauvre, tu n'as plus ton fils pour t'aider. Tu n'as vraiment pas de chance. » Mais lui, il hausse les épaules, il dit « Est-ce un bien? Est-ce un mal? Allez savoir. » Eh bien, ce qu'on a su quelque temps plus tard, c'est que la guerre était déclarée dans le royaume. Et les gardes, les soldats sont arrivés pour enrôler tous les jeunes gens, en âge de se battre. Tous, mais bien sûr pas celui qui avait les 2 jambes brisées.
Alors, le paysan est rentré chez lui. Il a retrouvé son fils, il l'a regardé et il lui a dit « Bénédiction, malédiction, allez savoir. » Oui, ben alors la sagesse, c'est de la sérénité. Non, 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 mais qu'est-ce que tu fais avec ta sérénité? La sagesse, c'est de la sérénité. Sérénité. Un petit peu. Oui, mais non, mais c'est Non, 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 quand même tiré parti de l'expérience. Moi, j'ai parlé Non, clairvoyance. moi, je J'ai pense parlé que clairvoyance Oui. et discernement, Non, et mais- j'insiste. D'abord, la sagesse, Oh, la c'est sagesse, de c'est pas parce que s'écouter tu- les uns les Ah ben autres. oui, Oui, bah oui, bah ça, oui, écoutez bah les oui. uns les Ah bah autres. c'est sûr, oui. Voilà. Pondération. Voilà, c'est écouter les uns les autres. Pondéré. Bon, ok. Mais écoute, finalement, peut-être que la sagesse, c'est que chacun de nous fasse ce qui lui semble le mieux. Peut-être. En acceptant de se tromper. Non, ça, n'acceptez pas de vous tromper. Ou alors, trompez-vous de bonne foi. Mais vous croyez pas là que vous allez partir comme ça, les mains dans les poches, sans avoir un peu de réflexion pour votre week-end? Non, non. Vous le savez tous. Le matin, même quand vous n'êtes pas bien réveillé, vous tartinez du beurre sur une biscotte. La biscotte, elle tombe, elle vous échappe. Et naturellement, elle tombe de quel côté? Du beurre. Du côté du beurre. Un chat. Vous avez déjà vu un chat? Quand il tombe, le chat, il tombe toujours. Ah oui, mais alors là, ça va pas. Ah non, non, ça va pas. Parce que un chat beurré, il tombe de quel côté? Je vous laisse réfléchir. Merci. Merci. Hop.